Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'héritage d'un homme, un nom qui est, sans qu'on le sache forcément, à la base de tout notre monde numérique. C'est l'histoire d'un savant dont les idées, qui ont plus de 1000 ans, sont pourtant au cœur de chaque ordinateur, de chaque cours de maths encore aujourd'hui. Algèbre, algorithme, voilà deux piliers de notre monde moderne. L'un, c'est le langage des équations. L'autre, la recette même de l'informatique. À première vue, pas grand-chose à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, si ces deux concepts étaient en réalité les deux faces d'une même pièce, façonnée par un seul et même esprit, le lien qui les unit, c'est un homme. Rien qu'un homme. Un mathématicien du 9e siècle, dont le nom et l'œuvre ont traversé les siècles pour façonner notre présent. Allez, on remonte le temps. Et le voici, Muhammad ibn Moussa al-Khwarizmi. C'était un savant persan qui a vécu pendant ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam. Et c'est de son esprit, oui, de son esprit, que tout est parti. Mais attention, un génie, ça n'apparaît jamais comme ça, par magie. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut d'abord se plonger dans le monde qui l'a créé, dans le bouillonnement intellectuel de son époque. On part donc pour la maison de la sagesse de Bagdad, voir un peu le monde qu'a fait cet homme. On est à Bagdad, en plein 9e siècle, et il faut bien comprendre qu'Al-Khwarizmi n'était pas un génie isolé, tout seul dans son coin, pas du tout. Il était au cœur même d'un projet intellectuel absolument révolutionnaire, la maison de la sagesse. Et l'ambition derrière ce projet, elle était juste immense. On ne parlait pas de créer une simple bibliothèque, non. L'idée, c'était de fonder un véritable centre mondial du savoir. Rien de moins qu'une nouvelle Alexandrie, un phare de la connaissance qui devait éclairer le monde entier. Alors, essayons d'imaginer un peu. Un endroit où les esprits les plus brillants de l'époque se retrouvent. C'est un lieu où la philosophie des Grecs anciens discute avec les chiffres venus d'Inde, et où tout ça se mélange à la science perse. Tout, absolument tout, est traduit, débattu et réassemblé en arabe, qui était devenu la nouvelle langue universelle de la connaissance. Et qui est-ce qu'on trouve à la tête de cette institution incroyable? Eh bien, c'est notre homme, Al-Khwarizmi, nommé par le calife Al-Mamoun en personne. C'est là, dans ce terreau incroyablement fertile, qu'il va produire l'œuvre qui va changer, mais vraiment changer, le visage des mathématiques pour toujours. On arrive maintenant au père de l'algèbre, pour décortiquer ce fameux mot, algèbre. C'est donc dans cet environnement super stimulant qu'Al-Khwarizmi va écrire son livre le plus connu. Et attention, ce n'est pas juste un livre qui résout quelques problèmes de maths, non, c'est un livre qui va carrément créer une toute nouvelle discipline. Ce livre, il écrit aux alentours de 820, et c'est une révolution, une vraie. Pourquoi? Parce que pour la toute première fois, on a une méthode, un système pour résoudre les équations, qu'elles soient linéaires ou quadratiques. Et rien que dans son titre, on trouve le mot al-jabar, et ça, c'est la clé de notre premier mystère. Et voilà, on y est. C'est ça, l'origine du mot algèbre. Ça vient de ce terme arabe, al-jabr, qui est l'une des deux opérations de base qu'Al-Khwarizmi décrit. Ce processus de restauration, c'est-à-dire l'idée de prendre un terme négatif d'un côté et de le faire passer de l'autre pour qu'il devienne positif, eh bien, ce simple mot a fini par donner son nom à toute une branche des mathématiques. C'est fou, non? Et sa méthode, elle est d'une clarté incroyable. C'est simple. D'abord, il y a al-jabr, la restauration. On se débarrasse des termes négatifs. Ensuite, il y a al-mukabala, la comparaison. On annule les termes qui sont identiques des deux côtés pour simplifier. Mais il faut bien voir que c'était beaucoup plus qu'une simple technique. C'était la naissance d'une procédure universelle pour résoudre des problèmes de manière abstraite. Par contre, attention, il faut oublier nos X et nos Y. À l'époque, ça n'existait pas. Tout s'écrivait avec des mots. Regardez cet exemple, tiré directement de son livre. Ce n'est pas une équation comme on les connaît, c'est une sorte d'énigme littéraire, un défi posé avec le langage de tous les jours. Et c'est là qu'on voit toute la puissance de sa méthode. Parce que si on traduit ce problème, qui est écrit en toutes lettres, dans notre langage mathématique moderne, eh bien on obtient cette équation. Et là, d'un coup, ça nous paraît familier. Ce qu'Al-Khwarizmi a fait, c'est nous donner les règles, la méthode systématique pour résoudre ce genre de problème à chaque fois. Ok, passons à l'homme derrière l'algorithme et voyons comment un nom est devenu un processus. Bon, le mystère de l'algèbre, c'est réglé. Mais alors, l'algorithme, d'où ça vient? Eh bien, son origine est peut-être encore plus surprenante. Parce que cette fois, ça ne vient pas du titre d'un livre, mais du nom même de l'auteur. Pour comprendre ça, il faut juste regarder ce qui existait avant lui. D'un côté, les chiffres romains. Franchement, un vrai cauchemar pour faire le moindre calcul un peu complexe. Et de l'autre, le système décimal qui nous vient d'Inde, avec sa valeur de position et surtout son zéro. Une révolution! Et Al-Khwarizmi a été le grand défenseur de cette innovation, c'est lui qui l'a popularisée.
Et c'est un autre de ses livres, celui sur le calcul avec les chiffres qu'on appelle aujourd'hui indo-arabe, qui a servi de pont vers l'Occident. Mais il n'a pas juste introduit des nouveaux chiffres, attention. Ce qu'il a surtout enseigné, c'est la méthode, la procédure, les étapes à suivre, pas à pas, pour calculer de manière super efficace. Et c'est comme ça qu'on arrive à la solution de notre deuxième mystère. C'est comme ça que le nom d'un homme est devenu un mot universel. Quand les savants en Europe ont découvert son livre, grâce aux traductions latines, ils ont appelé cette nouvelle façon de calculer Dixit algorithmi, ce qui veut dire « ainsi parle al-Khwarizmi ». Et puis, de fil en aiguille, algorithmie est devenu algorithme, et le mot a fini par désigner n'importe quelle procédure logique qui se déroule étape par étape. On passe à la dernière partie, un héritage durable. De Bagdad au IXe siècle jusqu'à l'informatique moderne. Alors voilà, le puzzle est complet. Algèbre et algorithme. Les deux grands piliers de la pensée informatique moderne viennent du même homme. L'un du titre de son livre, l'autre de son nom latinisé. C'est incroyable, mais ce serait une erreur de réduire Al-Khwarizmi à juste ces deux mots, parce que son génie était bien plus vaste que ça. Non, Al-Khwarizmi, c'était ce qu'on appelle un polymathe, un touche-à-tout de génie. Il s'est aussi attaqué à la géographie, par exemple. Il a corrigé les cartes de Ptolémée, qui étaient la référence absolue, avec une bien meilleure précision. Il a créé des tables astronomiques, des tables de trigonométrie, tellement précises qu'elles ont servi de référence pendant des centaines d'années. Bref, un esprit vraiment universel. Le voyage de ses idées à travers le temps, c'est juste hallucinant. Pensez-y, ses œuvres sont écrites à Bagdad au IXe siècle. Elles sont traduites en latin quelques siècles plus tard, elles deviennent des manuels incontournables dans les universités européennes jusqu'à la Renaissance, et aujourd'hui, à chaque fois qu'un GPS recalcule un itinéraire ou qu'une application se lance, ce sont ces concepts à lui qui sont en train de tourner. Du coup, la question finale qu'on peut se poser, c'est quelle part de notre monde moderne a au fond été construite là-bas, dans une bibliothèque de Bagdad il y a 1200 ans? Quand on admire la logique d'un code informatique ou l'élégance d'une équation, il faut se souvenir qu'on est en quelque sorte juché sur les épaules d'un géant. L'héritage d'Al-Khwarizmi, il n'est pas enfermé dans les musées. Il est vivant. Il est en train de s'exécuter, là, maintenant, partout autour de nous.